Et le 27 mai 2022, il a fait un arrêt cardiaque pendant son entraînement de tennis. Et voilà, et de là, en fait, on a découvert qu'il avait une maladie qui s'appelle la CMH, la cardiomyopathie hypertrophique. Il y avait finalement des signes, enfin, a posteriori, on s'en rend compte. Des essoufflements, voilà, on habite une maison où il y a 2 étages. On arrivé au 2e étage, il était un peu essoufflé, des douleurs, respiratoires pendant l'effort, mais pas à chaque effort. Bienvenue sur Cœur battant, le podcast qui fait battre le cœur de ceux qui vivent, de près ou de loin, avec les pathologies cardiaques. Nous sommes Mylène et Fanny, 2 sœurs unies par une histoire extraordinaire. L'une a soutenu, l'autre a survécu grâce à une greffe du cœur. Dans chaque épisode, nous vous invitons à plonger dans des récits authentiques et émouvants, à rencontrer ceux qui ont traversé des épreuves et ceux qui les accompagnent, le tout éclairé par les avis précieux de professionnels de la santé. Notre mission ? Vous donner les clés pour mieux comprendre, mieux vivre et mieux accompagner les pathologies cardiaques, tout en tissant un lien de confiance entre patients, aidants et soignants. Parce qu'ensemble, nous sommes plus forts et plus résilients. Nous vous invitons à nous rejoindre pour un nouvel épisode. Installez-vous confortablement. C'est parti! Aujourd'hui, on vous emmène dans l'histoire de Jannick, une maman qui a vu son monde s'écrouler en une fraction de seconde. Dans son récit, il y a la peur brutale de perdre son fils, Gatien, 13 ans. Il y a l'attente insoutenable, les doutes, la douleur, de voir son enfant plongé dans le coma. Mais il y a aussi des gestes qui sauvent, une solidarité immense et surtout la force d'une famille qui choisit de se relever. À travers cet épisode, vous entendrez la traversée d'un chaos, mais aussi ce qui peut naître après. Une reconstruction, une volonté de transmettre et la création de l'association Vision Vulcain Project. Un témoignage qui nous parle d'amour, de courage et de cette incroyable capacité qu'ont les parents à transformer une épreuve en combat pour les autres. Alors aujourd'hui, dans l'épisode du jour, on va te demander de te présenter en donnant ton prénom, ton nom si tu le souhaites, ton âge, où tu vis, ta profession et enfin quel est ton lien avec les pathologies cardiaques. Bonjour, je m'appelle Jannick, j'ai 44 ans, je suis opticienne optométriste de formation, mais je ne travaille plus. Je suis une maman au foyer à 1000%. Et, mon lien avec les maladies cardiaques, c'est mon fils en fait qui a aujourd'hui 16 ans et qui a eu un gros problème il y a 3 ans quand il avait 13 ans. J'habite à côté de Toulouse, à Caser, pardon. Et du coup, on va revenir un petit peu aujourd'hui ensemble. Le but, c'est de revenir un petit peu chronologiquement sur justement il y a 3 ans. Et du coup, un événement marquant pour toi et ta famille. Est-ce que tu peux nous resituer un petit peu et nous décrire du coup comment les pathologies cardiaques sont entrées dans ta vie à ce moment-là? Et donc il y a 3 ans, en 2022, mon fils donc qui avait 13 ans à l'époque, faisait beaucoup de sport, de tennis en particulier. C'est en bonne santé, on pensait. Et il voyait régulièrement, enfin tous les ans, le médecin pour le certificat médical. Et le 27 mai 2022, il a fait un arrêt cardiaque pendant son entraînement de tennis. Et de là, il va bien maintenant, c'est l'essentiel. Et voilà, et de là, en fait, on a découvert qu'il avait une maladie qui s'appelle la CMH, la cardiomyopathie hypertrophique. Ça s'est passé du coup sur un entraînement ou sur un match de tennis? En tout cas sur la pratique de son activité sportive. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il était du coup seul ou est-ce qu'il y avait des encadrants avec lui? Et comment ça a été, du coup, à partir du moment où c'est arrivé, comment vous êtes dit que c'était un arrêt cardiaque déjà? Et puis, qu'est-ce qui en est suivi? Donc c'était un entraînement, donc il était en groupe avec
ses camarades de tennis, son entraîneur et donc il est tombé par terre et au début, ils pensaient qu'il faisait un malaise et ils ont vu que c'était, plus important et par chance, il y avait son papa, qui était resté là, autour du terrain de tennis pour aider, à faire du bricolage et donc ils sont venus le chercher et son papa quand il l'a vu, il est, profession paramédicale, il est enfin médical, paramédical, il est kiné ostéo et il a vu de suite que c'était pas un malaise et qu'il était en arrêt et donc il a commencé le massage cardio-respiratoire. Du coup, ils ont géré donc il y avait d'autres personnes présentes pour appeler les pompiers, être au téléphone en même temps et suivre les instructions des pompiers du SMUR et de là, donc il a fait le massage, pendant, je pense à peu près 15, enfin un peu moins de 15 minutes, 13 à 15 minutes, ouais et les pompiers sont arrivés, ils ont pas pu avoir accès au défibrillateur externe, même si dans la précipitation enfin si ça a été évoqué, mais moi j'étais pas là donc j'ai pas toutes les enfin je peux vous dire ce qui a été retranscrit mais voilà. Ils ont pas pu y accéder parce qu'il était sous clé. Voilà, même si mon mari me dit: «Mais je sais pas si j'aurais géré, cette machine en plus». Ça, c'est de toute manière, on peut pas le savoir, mais du coup, voilà, les pompiers sont arrivés quand même rapidement, heu et heu et voilà, ils l'ont pris en charge, avec un défibrillateur, faire revenir le cœur et puis après, ben, tous les gestes, médicaux, il est rentré dans l'ambulance. Là, ça, on sait pas trop, ce qu'ils ont fait, mais il s'est réveillé, assez brutalement, en criant, et ensuite l'hélicoptère du SMUR est arrivé et ils l'ont bon, le temps qu'ils le stabilisent et ils l'ont emmené à l'hôpital des enfants de Purpan, de Pelouse, en hélicoptère. Avant, cet accident, en fin de compte, avant l'arrêt, est-ce que, Gatien a présenté des signes ou pas du tout? Par exemple, est-ce qu'il était fatigué ou est-ce qu'il se sentait mal ou, il disait même rien? Il y avait finalement des signes, enfin, a posteriori, on s'en rend compte, heu, des, des essoufflements, voilà, on habite une maison où il y a 2 étages, bon, bah, arrivé au 2e étage, il était un peu essoufflé, des douleurs, respiratoires pendant l'effort, mais pas à chaque effort, pas régulièrement, un petit peu sporadiquement comme ça: «Ah bah, j'ai mal». Il avait mal, de temps en temps à en pleurer, mais c'est vrai que le temps qu'on se dise, «On va prendre rendez-vous», beh, il y avait plus d'épisodes et du coup ça a traîné, enfin voilà. C'est des choses qu'on peut regretter, mais c'est vrai que quand on se dit que son gamin il est, en pleine san enfin, il est sportif, il est en pleine santé, il a vu son médecin en septembre, bah, il a un petit peu mal de temps en temps, on cherche un petit peu, on voit qu'il y a peut-être de l'asthme, de l'effort qui existe, donc on dit: «C'est peut-être l'adolescence, ton corps il change». Enfin, il y a plein de choses en tant que parent où on se dit: «C'est pas possible quoi, en fait». Voilà, mais c'est vrai qu'il y avait des signes. Surtout que, on va dire que c'est des pathologies qui sont plutôt rares et donc c'est pas la première chose, à laquelle on pense quand on a, des symptômes qui peuvent évoquer plein de choses différentes, en fait, hein. Ouais, parce qu'une fatigue ou même une douleur ou des choses comme ça peut être, beaucoup de choses donc C'est ça, ça peut être beaucoup de choses. Mais c'est vrai qu'en tant que parent et c'est un peu pour ça que je fais, ce podcast aussi, c'est de dire aux parents, aux encadrants, aux profs, enfin voilà, les gens qui sont en contact avec les enfants. C'est que, ouais, on imagine qu'un enfant, il peut pas être, gravement malade, qu'il peut pas avoir des maladies, enfin qu'on n'imagine pas. Mais en fait, oui, c'est possible et que une fois, il peut venir le dire, 2 fois, au bout de 3 fois, un enfant, il va s'adapter un petit peu à ce qu'il a et il va plus forcément exprimer sa gêne.
Et donc voilà, c'est aussi de partager ça et de dire, de toujours, être à l'écoute, de pas s'angoisser non plus, mais de se dire: est-ce que c'est revenu?» Remettre un petit peu de dialogue sur ces gènes. Et moi, je voulais savoir, comme du coup, vous étiez quand même une famille, sportive, on va dire, parce que c'était des pratiques, on va dire quand même, hebdomadaires. Et pour faire une licence, j'imagine, comme tu as dit, il faut faire un certificat médical. Est-ce qu'au moment de faire ce certificat, est-ce que, il y avait quelque chose qui avait été évoqué pour comme un examen complémentaire à faire ou même, quelque chose qui aurait pu s'entendre au niveau cardiaque, à l'examen? Rien n'a été détecté et rien, voilà, voilà, il y avait rien du tout, à ce moment-là, quoi, au mois de septembre. Voilà, après c'est vrai que je rebondis aussi là-dessus, c'est que maintenant, tous les sports ne n'obligent pas à faire un certificat médical. Maintenant on peut remplir un auto-questionnaire et donc voilà, moi ça me pose question quand même, j'entends bien que tous les médecins sont débordés, enfin il y a pas assez de médecins en France et c'est compliqué mais bon, c'est utile la prévention. Ouais, je suis complètement d'accord avec vous parce que moi-même je suis passée par là et c'est vrai qu'on pourrait sauver quelques enfants. Est-ce que du coup, suite à cet événement et peut-être par après quand vous êtes revenus à la maison, donc on va un peu plus loin dans l'histoire, mais on reviendra par après, à l'histoire de Gastien. Est-ce qu'il y a eu des recherches, au niveau cardiaque dans votre famille? Est-ce qu'il y a des antécédents du coup cardiaques ou est-ce qu'il est le seul à être, malade? Alors on a tous, enfin, la famille proche, donc mon mari et son autre frère et moi-même, on a fait, une échographie et un ECG et tout va bien chez nous. Donc Gatien est le seul de la famille à avoir ce problème. On attend encore les tests de génétique. Bon voilà, il y a eu un petit souci, apparemment administratif, en 2022, donc il y a pas eu les analyses de fait et on les a enfin Gatien les a refait en septembre là, 2024 et voilà, donc ça fait pas encore, enfin ça fait pile 1 an, donc bon, je sais que c'est un peu long, donc j'attends, on attend ces résultats. Bon, c'est surtout pour lui, pour sa vie future, mais quand même important d'avoir des réponses. Et tu disais que du coup, c'était ton mari qui, par chance, était présent, au moment où, Gatien a fait, son arrêt. Et moi, je voulais savoir, est-ce que c'est par sa profession que ton mari a su, pratiquer les premiers gestes de secours ou c'était parce qu'il avait fait une formation, par lui-même pour pouvoir les faire, ces gestes-là? Parce que je ne sais pas si tout le monde est capable de les effectuer. C'est un peu les 2, c'est-à-dire que comme il est, profession de santé, il a eu une formation de gestes de premier secours. Bon, c'était il y a longtemps, hein, il a pas fait tout le cycle, normalement on doit faire un recyclage régulièrement. Lui, c'était quand il avait 20 ans, donc ça fait, une bonne vingtaine d'années. Donc mais bon, il a su réagir. Ça aussi, c'est quelque chose, c'est un des sujets, c'est de dire aux gens que c'est super important de se former pour la santé des autres et qu'ensuite, même si on n'est pas formé ou même, si on a, fait ça il y a très longtemps, quand on voit quelqu'un, qui va pas bien, le pire, c'est de rien faire. Voilà. Le pire, c'est d'avoir des remords et de se dire: «Mais si j'avais essayé de faire ne serait-ce que, voilà, d'essayer un massage cardiaque», même si c'est pas à la perfection, ça aide de toute façon. Et autre question, donc tu disais que c'était au bout d'un gros quart d'heure que les pompiers sont arrivés. Du coup, est-ce que c'est ton mari qui a fait le massage cardiaque pendant les 15 minutes, ou est-ce qu'il a pu avoir du relais? Ou parce que c'est long en vrai 15 minutes. Alors à la fois, non, pour que les pompiers arrivent, c'est pas si long que ça, mais quand on est en train de faire un massage cardiaque, 15 minutes, c'est interminable, quoi. Alors ils étaient plusieurs, 2 ou 3 autour de Gatien, mais il a pas réussi à faire le relais. Il OK. a il l'a fait lui-même. Il a été porté par, l'adrénaline, je pense, qui était là au bon moment, quoi. C'est ça. Alors moi j'avais la question, c'est comment est-ce que à partir de quand toi tu as été mise, au courant de ce qui était arrivé à Gatien? Comment est-ce que
tu l'apprends? Qui te l'apprend? Moi, j'étais à mon cours de sport, donc Gatien, ça a dû arriver vers, 18h30-19h, quelque chose comme ça et moi, mon mari m'a appelée vers 20h. Heu, donc voilà, c'est lui qui m'a appelée, qui m'a dit ça par téléphone et voilà, le temps que tout soit plus ou moins «stable» entre guillemets et voilà et ça a été, j'y croyais pas, enfin j'imaginais pas, enfin tant qu'on n'y est pas, de toute manière on peut pas se rendre compte de ce que c'est. Après c'était un peu surnaturel, je sais pas comment dire. C'était le choc et l'incompréhension, je pense, pour toi? Enfin et du coup, tu à ce moment-là, quand tu l'apprends, tu rejoins du coup ton mari qui, lui, est déjà à l'hôpital avec Gatien ou pas encore? Donc en fait, Gatien est parti tout seul en hélicoptère avec les médecins du SMUR, et mon mari est rentré en voiture jusque chez nous, pour me récupérer et pour ensuite qu'on aille à l'hôpital ensemble. Est-ce que tu peux nous dire comment, voilà, comment ça se passe à votre arrivée à l'hôpital? Comment est-ce que vous retrouvez, Gatien et ouais, dans quelles conditions? Donc on arrive à l'hôpital, on n'a pas tout encore le droit de le voir. Donc là, par contre, tout le service de réanimation, de l'hôpital nous a bien pris en charge et nous avait réservé une chambre, dans la maison des parents qui a vraiment, au bout de enfin même pas au bout de la rue, c'est, vraiment tout à côté donc ça c'était incroyable. C'est vraiment formidable d'avoir ça et que voilà, que ça se fasse, sans trop d'administratif, heu, parce que c'est pas le moment et du coup après, je sais plus quelle heure il était, je pense qu'on a dû le voir vers 23h, minuit, quelque chose comme ça et il était donc, en chambre de réa, intubé, sondé, perfusé, voilà, avec, des tonnes de médicaments, des tonnes de bips, de lumière, de impressionnant, enfin mon mari m'avait prévenu parce que lui donc du coup il avait déjà travaillé en service de réa donc il connaissait, L'attirail de la réa quoi, qui est quand même assez imposante, ouais. ouais, ouais et là ça a été, le choc. Ouais, ouais vraiment, effondré, pleurer, se demander comment on allait s'en sortir, ouais. Et du coup, à ce moment-là, donc il est intubé, du coup, il est Gatien, il est dans le coma, c'est ça? Il est Et pas dans le ouais, coma, ouais. ouais. Ouais, pardon, ouais. Il est dans le coma, bon il a l'air, reposé, hein, il a l'air, de dormir, hein, ça c'est sûr, c'est pas le visage est pas stressé, voilà, c'est plus, voilà, c'est tous les appareils qui sont impressionnants, quoi. Est-ce que les médecins, enfin, est-ce que déjà ils vous expliquent ce qui a pu se passer, pour Gatien et peut-être aussi quels sont, voilà, le pronostic? Comment va se passer la suite? Est-ce que vous avez un retour à ce moment-là des médecins réanimateurs? Alors on voit très rapidement, le cardiopédiatre de service qui nous explique que potentiellement, enfin, il y a de très fortes chances que ce soit, une CMH. Donc il nous explique, cette maladie donc qui est donc un épaississement, du ventricule enfin de l'épaisseur du cœur, enfin de l'épaisseur du myocarde quoi, du muscle cardiaque et donc du coup, comme c'est trop épais, le ventricule est trop petit, enfin l'espace qui laisse rentrer le sang dans la cavité est trop petite, donc il y a pas assez de sang qui rentre, pas assez de sang qui est éjecté et du coup, voilà, surtout à l'effort, ben, il y a pas une bonne circulation et le cœur après, s'emballe jusqu'à s'arrêter, quoi et donc voilà, il nous explique ça, il nous explique qu'ils savent pas trop encore, comment il va se réveiller, ce qu'il pourra faire ou pas faire. Voilà, ça a été un petit peu long, même si, quand on y revient, c'est pas si long que ça, mais sur le moment, c'est interminable, oui, de pas savoir, quoi. Parce que ce qu'il fallait attendre, c'était, son réveil et enfin, du moins,
soit qui est induit du coup, les médecins, pensent que voilà, son état permet, son éveil, et du coup de savoir s'il y a eu des séquelles, notamment au niveau, neurologique, j'imagine, c'était ça aussi? Parce qu'avec le massage cardiaque, on ne sait pas comment, le cerveau est, oxygéné à ce moment-là, durant la période-là, hein, c'était ça? Oui, oui, ça bon après ça, c'est des questions, qu'on a eues de suite ça, mais c'est vrai qu'après, a posteriori, j'ai pas eu l'impression qu'ils étaient trop inquiets sur son état, neurologique. Enfin, à chaque étape, oui, c'est sûr, à chaque étape, je voyais, il me serre la main, ça va, il arrive à, enfin, voilà. C'était pas un coma très, très profond. Il avait tendance à se réveiller un petit peu tout seul, donc ils étaient positifs là-dessus, quoi. Et du coup, il s'est réveillé au bout de combien de temps, de son coma? Il s'est réveillé c'était le vendredi soir. On a dû le réveiller vers le dimanche matin. Bah, la première nuit, c'était très, très dur. Voilà, il y a les équipes qui passent, il y a des choses, il fait jour déjà, c'est moins angoissant. Moi, je suis restée la première nuit, ouais, c'est Philippe qui est resté avec lui. Moi, je suis restée la deuxième nuit et vraiment, il commençait déjà, à vouloir se réveiller, il nous posait des questions, avec ses yeux, avec ses mains. Il voulait écrire sur l'ardoise blanche. Bon, je comprenais rien. C'était des pattes de mouche, mais on sentait vraiment qu'il y avait une volonté de poser des questions, d'avoir des réponses. Bon, il s'en souvient pas du tout, hein, de tout ça, mais voilà, c'était bon signe, quoi, qu'il y ait toute cette réaction, neuro. Du coup, en tant que parent, quand on voit notre enfant de 13 ans, dans cet état-là, qu'est-ce que vous faites? Ben, pendant toute cette attente, il y a sûrement de l'angoisse, j'imagine, mais il y a peut-être, autre chose? Alors il y a de l'angoisse, c'est sûr, mais avec mon mari, on est restés très confiants. On a été portés, par nos amis et nos familles, d'une façon incroyable. Ça, c'est quelque chose, qu'on peut pas imaginer et qu'on peut pas décrire. C'est Mais sans ça, c'est compliqué, ça, c'est sûr, sans le soutien, je sais pas comment on aurait fait. Et du coup, tout ce soutien, le soutien aussi des du service médical, enfin, que ce soit ça de voilà, que ce soit les gens qui font le ménage jusqu'au chirurgien. Enfin voilà, il y a tout le monde est formidable et tout le monde est à l'écoute et voilà. Ça c'est quelque chose de fort et nous, ça nous a permis d'être confiants, d'avancer, petit à petit, minute, heure après heure et d'être positif et de voir toujours le bon côté. C'est ça qui nous a permis de ouais, d'avancer, quoi. Et le soutien du coup de votre entourage, que ce soit la famille ou les amis, voilà, on a un membre de sa famille qui pourrait traverser les mêmes étapes. Qu'est-ce qui vous a fait du bien? Parce que souvent on a peur aussi, d'être trop intrusif. C'est très personnel, hein. Nous, on a eu besoin de ça, que ce soit des SMS, des coups de téléphone, une visite, venir manger un sandwich, sur le parking de l'hôpital. Mes beaux-parents, ils ont été incroyables aussi, ils nous ont amenés à manger, tous les jours, enfin, tous les 2-3 jours. Avoir des bons plats, c'est différent que de manger un truc de la cafétéria. Voilà, c'est des petites choses, hein, c'est d'avoir une petite présence, même jusqu'à minuit, pouvoir envoyer des SMS, prendre des nouvelles, voilà, c'est mais voilà, mais après je sais que chacun vit la difficulté à sa façon et nous, on avait besoin d'en parler. Heu, il y a d'autres personnes qui n'ont pas ce besoin-là ou qui ont un besoin différent, pour avancer. Lors du réveil de Gastien, donc c'était le dimanche, comment ça s'est passé? Et aussi on voulait savoir comment est-ce que enfin déjà, qui lui a annoncé, ce qui s'est passé et comment aussi, on annonce à un enfant ou à une personne qui sort du coma ce qui vient de se passer? Est-ce que vous avez un souvenir de ça? Oui, alors, bah, donc,
le dimanche, donc ils ont vu qu'il était dans un état de réveil un peu plus avancé. Donc il y a eu, moins de sédation pour qu'il revienne et ils ont fait, l'acte de désintuber, hein, qui est pas très agréable. Ni à subir ni à voir, mais bon, il s'en souvient pas, donc ça a été assez tôt dans le processus et en fait, cou oui, la question qu'il posait sans cesse, c'est où est-ce qu'il était et pourquoi? Donc ça, on lui a enfin, toute la nuit, enfin, quand il toutes les 48 heures, on lui a répété donc voilà, la dernière fois où il a vraiment où il était conscient, c'était toujours la même question, donc c'était toujours la même réponse qu'on lui apportait donc c'était, on était tous les 2 là. Il y avait aussi, je sais plus si c'était une infirmière ou l'interne, mais voilà, de lui expliquer qu'il avait fait un malaise, pendant son entraînement de tennis, et qu'il était à l'hôpital, qu'il allait bien maintenant, voilà, c'était les phrases qu'on répétait en boucle et voilà, après c'était toutes les questions qu'il se posait à lui, c'était: «Mais pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui va se passer ensuite?» Donc voilà, ça c'est des réponses qu'on n'avait pas forcément, qu'il a fallu, attendre pour lui, d'avoir et ça c'était dur d'expliquer à son fils de 13 ans que sa vie a basculé, que, il a plus les mêmes, il aura plus la même vie, c'est sûr, mais enfin, c'est pas enfin, avec le recul de maintenant, c'est pas non plus, très difficile, mais c'est des deuils qu'il a dû faire, quoi, de de sport et puis, d'orientation scolaire, heu, des choses, heu des choses de la vie, en général, mais c'est vrai que c'est pas de la vie courante, on va dire. Ma prochaine question, c'était justement concernant le suivi, du coup, après sa sortie du coma, parce que j'imagine qu'on on va pas juste, le laisser rentrer comme ça à la maison. Quels étaient, du coup, les suivis, proposés? Est-ce qu'il y a eu, des opérations? Est-ce que, voilà, quelles étaient les solutions proposées, pour que Gatien, puisse, vivre en sécurité, on va dire, et pour pas qu'un nouvel événement, comme celui-ci se reproduise, quoi? Donc on est resté je sais plus, une bonne semaine ou 10 jours encore à l'hôpital, faire plein d'examens, des IRM, des scanners, des échographies, transœsophagiennes, il fallait les faire et en fonction de tout ça, donc ils ont pu vraiment, être sûrs de ce qu'il avait, donc de la CMH, de trouver, une solution, médicale. Donc ça a mis du temps parce qu'ils étaient aussi en relation, donc ils font des espèces de colloques là, les médecins, les cardiologues de plein de pôles de France différentes. Ils parlent des sujets des cas un petit peu particuliers et donc voilà et on attendait les réunions, et donc ils se sont mis d'accord sur le fait de l'opérer, donc de faire une myomectomie ou de racler en fait cette épaisseur du cœur. En même temps, il avait aussi, il suspectait une, maladie, la Parkinson-White, donc qui est plutôt un problème électrique du cœur. Donc il y avait le cathétérisme à faire, ensuite l'opération, la myomectomie, avec aussi, une, plastie de la valve mitrale qui était un petit peu, pas bien, un peu déformée et la pose d'un défibrillateur interne. Et est-ce que, du coup, pour cette opération-là, notamment pour la, myomectomie, est-ce que, il passe par où pour faire, pour enlever, du coup, la partie du muscle cardiaque qui est un peu trop, enfin, qui était trop épaisse? Donc c'est une opération à cœur ouvert et qui fait très peur aux parents et à ceux qui la subissent. Voilà, donc ça a été fait, à l'hôpital Marie-Lannelongue à Paris. Du coup, moi, j'avais une question. Ils ont fait cette opération alors qu'ils savaient
pas trop d'où venait la maladie. D'où vient ma question, est-ce qu'il a regrossi le muscle ou est-ce que en fin de compte, l'opération a réussi et c'est stable? Non, non, c'est sur l'épaisseur du cœur, ça reste stable parce qu'il a des contrôles, bah, au début, c'était très régulier, enfin, semaine, mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, machin, donc ça va bien. Même s'il a refait, en septembre, 2024 un arrêt cardiaque à l'effort encore, mais voilà, c'était une arythmie, un peu trop importante. Et là, du coup, il avait son défibrillateur interne, qui du coup a fonctionné La ramener, ouais. Mmh. et il y a une hospitalisation qui a suivi pour refaire des contrôles ou? Comme il est revenu de suite à lui, il y croyait pas, le Gatien, il pensait que il me dit: «Mais non, je suis sûr, j'ai juste fait un malaise, tombé du vélo, mais c'est pas grave». Et en fait, non. Après ça a été ça aussi, c'est un drôle de truc, c'est que donc le défibrillateur interne, bah, il enregistre ce qui se passe, mais il faut un boîtier spécial pour le lire. Heu, dans l'ambulance, ils l'ont pas. Après à l'hôpital, on a dû attendre 3 4 heures que le service cardio arrive avec, cet instrument. Donc pendant, tout ce temps, on se demande ce qui s'est passé, alors que c'est compliqué, hein. Ils ont pu le lire du coup en fin de compte, et ils ont confirmé que c'était un arrêt cardiaque alors? Ouais, ouais, Oui, grâce au défibrillateur en fait. ouais, ouais, c'est ça. Je reviens un tout petit peu en arrière, quand, l'opération a été proposée, donc celle de la myomectomie et de la pose du défibrillateur interne, c'est arrivé au bout de combien de temps? Du coup, il était toujours encore hospitalisé, suite à son premier arrêt cardiaque là, hein? Oui, il a pas eu le droit de sortir parce que du coup, ils n'avaient pas trouvé de solution, pour qu'il soit en sécurité au niveau cardiaque, où il était hospitalisé, sur le service de réa qui est un service, voilà, de d'extrême, soins. Gatien a dû y rester, peut-être une semaine, parce qu'ils avaient pas de place dans les étages et donc il allait bien, il marchait, il pouvait faire, enfin mais voilà, il y a pas de douche, il y a pas de toilette. C'est très compliqué en fait de rester, c'est des petites choses de la vie courante, hein, de prendre sa douche ou d'aller aux toilettes, mais quand on peut, y aller tout seul, c'est top et donc du coup, voilà, il a dû rester, 1 mois à l'hôpital avant de se faire opérer puisque, l'opération a été faite le 16 juin. Bah, après à Marianne-Lannelongue, il y a eu de nouveau la réa, après l'opération. Pas resté trop longtemps sur Paris, une semaine et après, on est redescendu et bon le voyage, en taxi a fait il est resté un petit peu trop immobile et c'est vrai il faut bouger, enfin il faut marcher le plus possible, donc du coup, voilà, c'est ce qui est arrivé quand on est rentré sur Toulouse et il y avait un œdème donc du coup il a dû rester, une nuit, une journée de plus à l'hôpital. Et voilà et après on a pu rentrer à la maison et ça, c'est encore une autre étape. Et donc qu'est-ce qui s'est passé en fin de compte, quand vous êtes rentrés à la maison, vu que c'est une autre étape? Comment ça s'est passé le retour, au domicile? Après, c'est plus, la parole d'une maman, c'est c'est de se retrouver, tout seul à la maison avec un enfant malade, enfin un enfant qui sort de l'hôpital, c'est dur, surtout qu'on était sur encore une période, post-covid où il y a voilà, on habite à côté de chez mes parents, mais ils étaient malades. Mon mari a repris le travail. Le frère de Gatien, était parti, je sais plus, c'était en stage, voilà. Donc j'étais vraiment, toute seule à la maison avec lui et c'est là où, c'est angoissant parce qu'on ne sait pas quoi faire s'il se passe quoi que ce soit. Je suis pas du tout dans le enfin, je suis pas infirmière, je suis pas médecin, je sais pas s'il arrive quelque chose, quoi faire. Donc c'était un petit peu angoissant pour moi. Je ne pense pas que Gatien l'ait vécu de cette façon-là. Ça me rappelle un petit peu mes puissance, 10, voilà, une maman qui sort de la maternité avec son nouveau-né, on est un peu perdu. Voilà, c'est ça, mais c'est d'autres questions, quoi. Et puis, il a eu quand même pas mal de douleurs,
suite à la pose du défibrillateur et de l'opération, bon on ne sait pas trop, qu'est-ce qui a fait le plus de douleur, mais il avait du mal à dormir la nuit, c'était compliqué, on peut rester, j'étais avec lui la nuit, je dormais à pied du lit, il se réveillait souvent, il avait mal, donc il fallait, trouver des petites solutions pour le calmer. Alors, on écoute la musique, on fait un massage, heu, on se raconte une histoire. Oh beh, des fois c'est compliqué. Est-ce que, en tant que maman, vous auriez aimé, justement avoir un genre de suivi ou des conseils avant de rentrer à la maison? Comme un peu, ben, vous avez parlé de la maternité, je veux dire, quand on reçoit un bébé, on a quand même un suivi par derrière, enfin par, la suite. Est-ce que vous auriez aimé avoir, ce genre de service avant ou pendant le retour à la maison? Ouais, pendant le retour à la maison, ça aurait été, c'est vrai que ça aurait été sympa qu'il y ait, ouais, une infirmière ou un kiné ou je sais pas, quelqu'un qui a des c'est vrai que des professions, médicales qui font du domicile, qui peuvent passer et ne serait-ce que, 5 minutes ou 10 minutes pour parler, voir qu'est-ce qui va pas, quelles solutions on peut mettre, en œuvre. Bah, c'est vrai que ça pourrait être bien. Après il y avait quand même le suivi à l'hôpital, mais il faut se déplacer, on habite à 1 heure de l'hôpital, bon c'est pas tout à côté. Bah, du coup, on voulait savoir alors tu nous as un petit peu dit déjà la suite, mais après tout ça, donc Gatien a récupéré, à la maison. Comment est-ce qu'il allait? À quoi ressemblait cette, je dirais «n nouvelle vie» entre guillemets, mais du coup, est-ce qu'il y a eu des traitements à prendre? Est-ce qu'il y a eu la mise en place de suivi? Est-ce qu'il a pu retourner à l'école? Est-ce que ouais, nous parler un petit peu des changements avec le retour à la maison. Oui, il y a eu une bonne période d'adaptation. Bon, c'est tombé, pendant l'été, donc c'était pas mal par rapport à la scolarité. Tout le mois de juillet et d'août, beh, il a repris, tranquillement, des activités, physiques, enfin, c'est pas de la marche, voilà, de la marche de plus en plus. Ça, c'est un truc qu'on a beaucoup insisté, mon mari étant kiné, c'était, pour lui essentiel, alors que c'est au début, faire même pas un pâté de maison, puis après, tous les jours un petit peu plus. Gatien, il a vécu un petit peu, comme une contrainte, mais, en il a il a vu après que ça avait bien payé, parce que quand on a fait le contrôle en septembre avec le cardio qui lui a fait faire le test à l'EFOL, il a dit il avait vraiment retrouvé un état de forme, quasi normal, enfin même, ouais, normal. Donc c'était, génial. Après, bah, il a pas eu de traitement médical jusqu'en 2024, il avait pas de médicaments et ensuite, bah, c'était une adaptation sportive, à l'école, il a repris le rythme, normalement, sauf pour le sport à l'école, où là, bon, il était en 3e, ça c'est, c'était encore, voilà, il y avait pas de souci, il y avait pas de souci là-dessus. Après voilà et après il a dû changer le truc le plus dur pour lui, c'était de s'adapter, sur le sport, qu'il aimait. Donc, lui, il aimait le tennis, on m'a dit que c'était plus possible de faire du tennis. Et donc il a découvert le golf et donc c'est quelque chose qui lui fait, maintenant beaucoup de bien. À l'époque, c'était peut-être un petit peu difficile de prendre du plaisir sur, quelque chose qui est un peu imposé. Mais, il s'est vraiment, il s'est vraiment donné les moyens et puis il a trouvé, le bon côté de la chose. C'est un sport qu'on peut faire avec, voilà, il peut faire avec son grand-père, avec son oncle. Ça fait des enfin, ça crée des liens intergénérationnels qui sont très sympas et puis il a toujours le goût de la compétition, donc c'est ça aussi qui l'a poussé à s'y mettre, à fond et il a vraiment fait de très gros enfin voilà, il fait beaucoup de compétitions, il adore ça, il a bien progressé sur son niveau et après il a vraiment grandi au niveau, psychologie, de la vie.
Il a entamé en fait, sa vie, d'adolescent en fait en ayant eu, voilà, cette, pathologie cardiaque-là. Est-ce que parfois, il a été quand même limité, par certaines choses qu'on a envie de faire, bah, voilà, quand on est adolescent et lui, il pouvait pas forcément les faire? Est-ce que, ouais, il y avait eu des cas comme ça où ça va, ça a pas trop été impactant pour lui dans sa vie, Ouais, il y a des petits moments, c'est sûr, c'est toujours les moments, on va dire extraordinaires, c'est-à-dire les choses, qu'on fait pas tous les jours, mais voilà, quand il fait une sortie scolaire, ils sont allés au Futuroscope, beh, voilà, pas le droit de faire des manèges trop à sensation, voilà, un petit peu toujours là aussi à mettre en alerte les professeurs, il y a ci, il y a ça, faites attention à ça. Bon donc un petit peu pesant là-dessus, c'est de savoir c'est d'aller, dans des endroits où on doit passer un portique, de sécurité, bah, voilà, il faut expliquer, il faut passer à côté, voilà, c'est pas tous les jours, hein, donc ça va, mais c'est vrai que c'est ces petits moments-là où ça se rappelle à nous, hein. Quand on est adolescent, on n'a peut-être pas envie de se faire remarquer ou on n'a pas envie de qu'on nous embête pour ça, mais voilà. Mais il l'accepte, sans trop de problèmes, enfin sans problème. et donc suite à l'épisode, enfin le second épisode du coup qui est arrivé en septembre 2024 avec, du coup ce petit arrêt qui a été détecté par le défibrillateur. Comment est-ce que tu peux nous donner des nouvelles de Gatien? Comment est-ce qu'il va aujourd'hui? Oui, bah, il va très bien. C'était l'année dernière le dimanche avant la rentrée, donc il avait raté sa rentrée en seconde. Un petit peu chamboulant pour lui et pour l'équipe, enseignante. Ils étaient invités au lycée et voilà, mais après il va super bien. Il a toujours de bonne humeur et est content de faire, tout ce qu'il fait. Ça a un petit peu changé parce que maintenant au niveau médicamenteux, il a un traitement, ils lui ont donné un bêta-bloquant. Donc voilà, tous les jours, il y a le médicament à pas oublier. Bon, une petite contrainte, c'est pas grand-chose. Moi, je voulais encore demander une chose, dans le sens où comment on fait pour retrouver un équilibre? Parce que d'après ce que j'ai compris, il y a encore un frère. Comment on fait à 4 pour retrouver un équilibre quand il y a une maladie comme ça qui déboule dans une famille, alors qu'on s'y attendait pas du tout? C'est une bonne question. Heu, beh, ouais, comment on fait? On discute, on trouve toujours un équilibre entre ce que un veut faire, l'autre peut pas faire, après c'est vrai que je pense qu'on a une famille qui est enfin, je pense on est chanceux sur notre relation. Heu, le grand f enfin, son grand frère Paul, il est génial aussi. Il partage plein de choses avec son frère, différemment d'avant, c'est sûr. Parce qu'avant, c'est sûr, ils allaient jouer au tennis, voilà. Ils y vont par exemple, ce week-end, ils y sont allés, hein, taper 2 balles, tranquillement, ça c'est toujours possible. Heu, c'est vrai qu'on aime bien faire du sport et ça bloque pas, on s'adapte juste, voilà, on fait du vélo, tranquillement, il fait du golf, son frère s'est mis aussi à faire du golf, ils ont quand même, trouvé leur relation ensemble et nous aussi en tant que parents, on est, ouais, on partage plein de choses, en s'adaptant, enfin, sans trop se poser de questions, mais en étant toujours vigilant, hein, c'est pas mais en étant, le plus simple possible. Et du coup, on voulait savoir quand est-ce que tu as eu l'idée de transformer du coup, l'épisode, de l'arrêt cardiaque de Gatien en un projet, associatif, avec, une plus grande, influence et un impact, voilà, sur d'autres personnes? Bah, ça nous est venu assez rapidement avec mon mari parce que, parce qu'on avait besoin de partager, ce qu'on a vécu et puis quand on fait, quelques petites recherches sur internet, la CMH c'est rare mais pas tant que ça finalement.
il y a pas que cette maladie en plus, hein, il y a plein d'autres maladies qu'on dit évolutives, comme, Wolff-Parkinson-White, c'est des choses qu'on voit pas de suite et qui arrivent, à l'adolescence ou au jeune adulte. Voilà, il y a différents types de maladies qui existent et que le grand public ne connaît pas et c'est vraiment basé sur cette volonté de faire connaître sans effrayer, mais de de parler des maladies qui existent. Donc ça, c'est vraiment, le sujet et ensuite, c'est de sensibiliser aux gestes de premier secours. Heu, ça fait partie enfin, ça fait partie de notre histoire, quoi, voilà. Sans ça, Gatien, il serait pas avec nous. Heu, donc ça, c'est vachement important et parler aussi des défibrillateurs externes. Enfin bon, ça va avec les gestes de premier secours, mais c'est vrai que de sensibiliser les mairies, les associations sportives, de des défibrillateurs externes qui soient accessibles parce que, un défibrillateur où il faut ouvrir un portail ou un bureau pour y accéder, ça sert à rien, quoi. Donc voilà, c'est de sensibiliser sur des sujets comme ça, ça ça nous tient à cœur parce que c'est ça qui nous a sauvés donc il faut, ouais, je comprends pas les défibrillateurs externes, pourquoi c'est aussi peu, développé, démocratisé par rapport à un instincteur. N'importe quelle entreprise et n'importe quelle, structure qui accueille du public, c'est obligatoire d'avoir un instincteur, de le faire réviser, tous les ans ou tous 2 ans et ça paraît, normal et sans sans contrainte. Et quand on parle de défibrillateur, c'est tout de suite: «Ah oui, mais on va nous le vandaliser. Ah oui, mais ça coûte cher, il faut faire ci, il faut vérifier les électrodes, il faut vérifier ci». Oui, mais c'est pareil, quoi. Et puis j'entends des fois, quand j'en parle, on me racontait, qu'il y a un maire qui a dit: «Oui, on a mis un défibrillateur et on s'en est jamais servi». Bah oui, mais c'est génial! L'association, c'est vraiment pour parler de ces sujets-là. On essaye de bon, on grandit petit à petit, hein, donc c'est une association qui est, donc plutôt familiale pour le moment et le but c'est de faire des interventions, auprès des clubs sportifs. On en a aussi fait dans des collèges, heu et là franchement, je suis vraiment, admirative de la réaction des jeunes, en fait, parce que moi, j'avais un petit peu de questions, j'allais voir des troisièmes, je dis: «Mais comment ils vont prendre mon histoire?» Et puis, en fait, le fait de faire, de parler de ça et puis après d'expliquer et de faire j'avais fait un jeu interactif avec le téléphone où ils pouvaient répondre en ligne et faire une espèce de course à celui qui avait la meilleure, réponse le plus rapide. Ah, vraiment, ils ont été, très accueillants et très, participatifs. C'est chouette, en fait, de voir qu'il y a de l'intérêt. Et puis surtout, ben, au final, ils retiennent quand même, pas mal d'informations sur ces actions de sensibilisation et donc ça, je trouve, c'est très riche de pouvoir les emporter et peut-être aussi avec l'envie, de se former. Ça peut être ça, quand il y a des journées qui sont organisées parfois je sais pas, par le secours, populaire ou par la Croix-Rouge ou par des choses comme ça. Il y a des fois des journées où on peut se former aux gestes premiers secours et voilà, pourquoi pas, hem, Créer des vocations. créer ouais, non, mais même, former, mais vraiment à tous les âges, aux gestes qui sauvent et ça, c'est important. Je pense que voilà, si même si on est encore, mineur, bah, c'est pas interdit non plus. C'est à partir de 18 ans, hein, qu'on peut faire la formation donc et enfin, c'est assez tôt. Est-ce que tu peux nous rappeler du coup pour les gens que ça intéresse et qui voudraient, voilà, vous contacter, pour soit une action de sensibilisation ou des informations, voilà, des choses comme ça. Est-ce que tu peux rappeler le nom de l'association et où est-ce qu'on peut vous retrouver? Oui, alors l'association s'appelle Vulcain Vision Project, et donc on est en ligne sur les réseaux sociaux sur Facebook et Instagram. J'ai un site internet aussi. Alors, on est basé sur, le sud de Toulouse, donc pour le moment, on reste quand même sur des actions, plutôt locales. J'aimerais bien venir en Alsace, mais c'est un petit peu loin encore. Enfin, j'ai pas la structure
les gens pour m'aider à venir. Mais voilà, pour le moment, on est plutôt, voilà, sur la région de Toulouse. S'il y a des clubs sportifs, c'est peut-être plus facile dans un premier temps d'aller dans des clubs sportifs. Heu les écoles, moi, j'étais allée dans un collège privé où là, c'est aussi un peu plus, c'est plus facile que dans le public où il y a plus de règles à enfin, c'est un peu plus compliqué d'y rentrer. Mais voilà, ce serait génial, s'il y a des gens qui écoutent et qui ont envie qu'on vienne, faire de la sensibilisation sur les risques cardiaques chez les jeunes, c'est avec grand plaisir. Après, vous pouvez, adhérer à l'asso, c'est 10 €, c'est au ne serait-ce que pour montrer que ça vous intéresse et plus on est nombreux et plus il y a des idées et plus on peut, faire avancer la cause et voilà et puis après on a aussi, on peut chercher aussi des entreprises qui ont envie de soutenir, financièrement, voilà. C'est vrai que malheureusement, c'est comme tout, sans argent, on peut pas trop faire de choses. Donc il nous faut, voilà, c'est aussi un travail de trouver des fonds, des donations, je me lance, une petite bouteille à la mer. C'est ça et c'est trop chouette s'il y en a qui écoutent et qui ont envie de, voilà, de faire une bonne action par le biais d'une entreprise. Ça, c'est super chouette. Et moi, je voulais encore vous demander quels étaient vos projets avec l'association? Est-ce qu'il y en a des nouveaux ou est-ce qu'il y a des choses que vous souhaiteriez mettre en place dans le futur? Alors, là, très récemment, on a pu acquérir, grâce au Rotary Club, un ECG, un électrocardiogramme, pour pouvoir, faire des tests, dans les structures sportives. Donc là, on s'entoure de médecins, de l'hôpital de Purpan qui vont pouvoir travailler avec nous et venir, sur place faire des ECG et des échographies. Donc voilà, on passe de la sensibilisation à la détection, enfin la prévention, plus concrète. Donc ça, on espère pouvoir le lancer là, en octobre, puisqu'on vient d'avoir le CG. Après c'est de pouvoir, en faire de plus en plus, après on aimerait bien faire des animations un petit peu importantes aussi, pour les enfants malades, enfin, sans se cantonner à la maladie cardiaque. C'est vrai que quand on a des enfants quand on est passé par, l'hôpital, en tant que parent, on voilà, on sait que il y a pas que enfin, il y a des enfants très, très malades auxquels bon, bah, là malheureusement moi j'ai pas d'accès et je suis pas formée pour leur, faire des animations, mais il y a aussi des enfants, qui sont capables de sortir dehors et d'avoir une petite activité et ça c'est important aussi de leur faire prendre l'air, penser à autre chose. Sortir de l'hôpital, surtout quand on y est longtemps, ça doit faire du bien. Et du coup, je reviens juste sur, le projet, avec, le CG et du coup, vous allez dans des clubs, sportifs, à une date, définie et ceux qui ont envie de, faire ce dépistage-là peuvent avoir accès gratuitement, c'est ça l'idée? Ouais, alors on va peut-être juste demander une petite participation de 5 €, juste pour le geste aussi et heu et voilà après c'est en accord avec les parents, enfin, faut que tout soit fait, qu'il y ait un lien avec le médecin traitant, avec le cardiologue, qu'il y ait une boucle, de santé qui soit créée, et oui voilà c'est sur le volontariat et Bah, c'est génial parce qu'au final, on se dit que voilà, si tu c'est vrai que ce genre de démarche aurait pu, si ça avait été le cas, pour Gatien, ben, ça s'il avait fait un dépistage comme ceci, bah, du coup, ça aurait pu être détecté avant un possible arrêt cardiaque, quoi et donc je trouve ça super chouette de le proposer, justement dans des structures, sportives. Vu qu'on en parlait plus tôt, le certificat médical peut se faire, en ligne sans contact physique direct avec un médecin. Et je pense que du coup, les dépistages, de cette manière-là, ça peut être super intéressant, chez les jeunes. Bravo pour l'idée. Et pour finir, on aimerait, te demander, qu'est-ce que tu aimerais adresser aux parents et aux enfants qui pourraient vivre une situation similaire à la vôtre? beh, je reste toujours sur la confiance, sur
l'entraide et vraiment le côté positif, dans le malheur, toujours essayer de trouver, le petit point positif et s'y accrocher le plus possible et après c'est comme un fil de pelote quoi. Plus on tire le positif et plus il vient à nous et savoir s'entourer de personnes, positives et qui nous font du bien. Après, il y a la famille, il y a les amis, il y a aussi plein d'associations, hein, quand on est à l'hôpital, qui sont là pour soutenir et pour apporter, une aide, psychologique ou, rien que de présence. Donc ça, faut vraiment prendre, le plus enfin voilà, quand on en a besoin le plus possible et ouais, c'est la confiance en la vie, quand on est là, faut y croire et il faut s'y accrocher. Et enfin, moi, je termine par, qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter? Donc que ce soit à Gatien, à toi, à toute la famille et à l'association pour l'avenir. Alors, bah, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter à Gatien? C'est que sa santé reste stable, qu'il y ait pas d'autres problèmes et qu'il soit épanoui dans heu, sa vie de jeune et d'adulte, voilà et pareil pour ma famille, hein, qu'on soit toujours, dans la même énergie, dans la même, entraide, c'est vachement important et beh, l'association, j'aimerais bien qu'il y ait, plus de bénévoles et de gens qui se saisissent de ce sujet et qui nous aident à le porter, quoi. Moi, j'aimerais bien, ouais, si on pouvait dépister tous les enfants, ce serait génial, mais En tout cas, c'est déjà un beau premier pas et donc dans tous les cas, la démarche, je trouve, ouais, qu'elle est super chouette. Donc même si vous commencez, voilà, par quelques petits clubs autour de vous, c'est un oui, début et je pense que c'est super important. merci, c'est génial, ouais. Un immense merci, Yannick, pour ton témoignage. Ben, merci pour ton témoignage et pour, le partage aussi de ton vécu Mmh. et aussi, bah, les petits conseils Ouais. qui sont précieux, je pense, pour beaucoup de familles. Et pour les messages de sport parce que ça fait toujours du bien de les entendre. Et bien sûr, on vous Merci à souhaite, vous. le meilleur, à tous les 4. Merci à vous de m'avoir accueilli et de m'avoir, si bien accompagnée. Avec grand plaisir. Tout à fait, avec plaisir. Merci Yannick d'avoir partagé ton histoire avec ta sincérité et ta force. Dans ton témoignage, il y a les larmes et les doutes, mais il y a aussi une lumière immense, celle de l'espoir, de la résilience et de l'amour qui déplace les montagnes. Tu nous rappelles que derrière chaque drame se cache parfois une étincelle, une envie de protéger les autres. Cette étincelle, tu l'as transformée en association, en message de prévention, en actions concrètes qui sauveront des vies. Et c'est peut-être ça, le plus beau, qu'au cœur de la douleur puisse naître une mission de vie.